L'homme était autrefois un sniper d'élite. Retiré de l'armée depuis 4 ans, il reçoit soudain une mission émanant d'une unité mystérieuse et est rappelé secrètement au service. L'armée lui confie la surveillance d'un immense canyon, perpétuellement enveloppé de brume. Personne ne sait combien de secrets inavouables se cachent dans ses profondeurs. Avant le départ, Léo Gradé ne lui pose que 3 questions. Son état physique lui permet-il encore de combattre? Est-il célibataire? Et s'il venait à mourir, quelqu'un en serait-il attristé? Une fois l'interrogatoire terminé, John est anesthésié et embarqué dans un avion. Lorsqu'il se réveille et retire la perfusion, quelqu'un l'attend déjà. L'homme confirme rapidement son identité, puis confisque sa montre, son passeport et tous ses documents. Ensuite, John saute dans une zone totalement absente de toute carte, un no man's land absolu. C'est une zone d'exclusion aérienne. John doit encore marcher 38 km vers le nord pour atteindre sa destination. Pour quelqu'un dont les mains sont tachées du sang de centaines d'ennemis, ce n'est qu'une promenade facile et presque agréable. À 4h10 précises, il rejoint l'équipe pour la passation avec un soldat des forces spécial au nom de Code, épée bleue. Ce soldat, nommé Goat, est ravi de voir John arriver. Cela fait un an entier qu'il n'a pas eu le moindre contact humain. Son temps de service touche enfin à sa fin et il va pouvoir quitter cet endroit maudit. Après quelques échanges cordiaux, Goat présente à John leur zone de surveillance, le poste d'observation de la tour ouest. L'installation fonctionne entièrement en autonomie énergétique grâce à des panneaux solaires, dispose d'un générateur de secours et d'un système de récupération des hautes pluies. De l'autre côté du canyon se dresse également une tourelle. Goat avertit John, aucun contact avec l'autre rive n'est autorisé. Chacun s'occupe de sa mission, sans jamais interférer avec l'autre. La tâche de John est simple, chaque jour, longer le bord du canyon et assurer l'entretien des tourelles automatiques de défense rapprochées, installées tous les 6 cm. Tous les kilomètres se trouve également une station satellite à grande antenne, chargée de brouiller tous les signaux. C'est le seul moyen d'entrer en contact avec l'extérieur. La mission semble banale, mais John sent quelque chose d'anormal. S'il ne s'agit que d'empêcher des intrusions, pourquoi déployer autant d'armements lourds? La réponse de Goat le glace pourtant. John ne comprend pas ce que signifie s'échapper. L'instant d'après, Goat jette une bombe à retardement dans le canyon. Une dizaine de secondes plus tard, une explosion sourde retentit depuis le fond, accompagnée de hurlements terrifiants qui donnent la chair de poule. Goat appelle les créatures du fond du canyon, les hommes creux. Personne ne sait pourquoi ce nom, mais tous les gardiens successifs les ont toujours appelés ainsi. En 1940, le commandement a envoyé 2400 cavaliers pour les éradiquer. Aucun n'est jamais revenu. John pense qu'il s'agit de simples rumeurs et n'y prête guère attention. Mais Goat l'avertit une dernière fois. Une fois la relève terminée, Goat peut enfin partir. Arrivé au point de récupération, il déclenche une balise fumigène. Très vite, un hélicoptère apparaît à l'horizon et s'approche lentement. Lorsque la corde est descendue, Goat exulte. Il va enfin quitter cette jungle mystérieuse. Mais après vérification de son identité, un soldat lui tire froidement une balle. Son corps reste à jamais dans cette terre désolée et oubliée du monde. John, lui, n'en sait rien. Chaque jour, il répète inlassablement les mêmes tâches. Inspecter les clôtures électrifiées le long du canyon. Consigner avec précision l'état de chaque mine creuse. S'assurer que les tourelles puissent être activées instantanément. Et transmettre chaque mois un rapport détaillé. Peu à peu, il devient insensible à cette existence monotone. Un jour, un bruit étrange attire son attention depuis l'autre rive. À travers les jumelles, il découvre avec stupeur une femme. Malgré les kilomètres qui les séparent, sa silhouette envoûtante retient immédiatement son regard. Comme si elle l'avait senti, elle s'arrête, relève la tête et le fixe. Son visage est d'une beauté à couper le souffle. Pourtant, John détourne instinctivement le regard. Goat lui a formellement interdit tout contact avec l'autre côté. Par une nuit d'orage, son syndrome de stress post-traumatique refait surface. C'est un mal courant chez les anciens combattants. Il saisit aussitôt son fusil et vérifie les alentours. Peu à peu, il reprend ses esprits et constate qu'en se levant, il a brisé une tasse. Des éclats de verre lui ont entaillé le pied, laissant des traces de sang. Après avoir soigné sa blessure, il regarde machinalement à travers les jumelles. La femme est toujours éveillée, assise dans son poste, jouant avec des bougies. John respecte l'ordre, aucune interférence. Lorsque la pluie cesse et que la nuit s'approfondit, la femme ne supporte plus la solitude. Elle observe John à son tour, avec des jumelles et le voit lire tranquillement. Sans hésiter, elle tire un coup de feu pour attirer son attention. À travers sa lunette, John la voit lui demander son nom. Après une longue hésitation, il décide de répondre. À la stupeur de la femme, il inscrit simplement « Communication interdite ». Elle est abasourdie. Quel homme froid et rigide. Mais elle persiste et écrit « Je m'appelle Lisa. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu peux faire ce que tu veux. » John ne peut s'empêcher de rire. À une telle distance, même s'il le voulait, il ne pourrait rien faire. Pourtant, sa méfiance s'atténue. Il sort alors un verre d'alcool et écrit « Je m'appelle John. On trinque pour ton anniversaire ?» Ainsi commence un échange singulier et romantique, à coups de panneaux et de jumelles. Lisa lui demande ce qu'il sait faire de mieux. John répond « Tirer ». Elle lui demande à quel point il est précis. Elle pense se rapprocher de lui, mais sous-estime totalement son côté maladroit. John lève les mains et met fin à la discussion. Lisa est sans voix, alors que John s'apprête à rentrer. Son verre est soudainement pulvérisé par une balle tirée par Lisa. Son esprit de compétition s'enflamme. Il saisit son fusil, ajuste sa position, contrôle sa respiration et tire sans hésiter. Fier de lui, il observe ensuite la réaction de Lisa. À sa grande surprise, elle pose une bouteille sur sa tête, l'invitant à tirer. Mais à cet instant, Lisa remarque quelque chose d'anormal. Par geste, elle lui demande d'observer en contrebas. John comprend immédiatement. Grâce à sa lunette de précision, il distingue, dans l'angle mort des